grande édition du journal. Il est 20h, les titres de l'actualité de ce jeudi 4 mai. L'aérogare de Ndjili, l'une des plus surannées d'Afrique, connaîtra la modernité et pourra refléter la grandeur qui ressemble au Grand Congo. La patte de Turc va y laisser les traces. Le ministre d'État, le ministre de l'Aménagement du territoire et le ministre des Transports se sont rendus sur le terrain. Les FARDC sont sûrs d'être à l'abri de la rareté des maïs. Ces céréales, aliments de base, sera produit suffisamment pour fournir les cantines militaires. Les commandants du service national a donné des garanties à tous les points de vente qu'il a visités. La percée dans les institutions internationales et régionales des Congolais est témoin d'une diplomatie des tentacules que met en place le président de la République. Le président du Conseil africain du bureau de circonscription du Fonds mondial est un Congolais que vous suivrez dans ce journal. Voilà pour les titres. Le président de la République vient de signer une série d'ordonnances dans ce journal. Nous recevrons pour vous dans quelques instants la porte-parole du chef de l'État, Madame Tina Salama. Restez donc branchés sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. En images, les travaux des constructions de l'aéroport international de Ndjili ont repris de plus belle après plus de 2 ans d'arrêt, une relance voulue à grands pas par le gouvernement Sama Lukonde. Ce jeudi, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando, et le ministre des Transports, Marc Ekila, ont effectué une visite d'inspection sur le site. Question d'en avoir le cœur net. Junior et Angumba. Officiellement lancée depuis le 2 mai, la construction de la nouvelle aérogare de l'aéroport international de Ndjili par l'entreprise chinoise WEI International Economic and Technical Cooperative, WIETC en sigle, stagne. Pire encore, les chantiers est à l'arrêt depuis 2 ans. Sur instruction du chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo, et son collègue des transports, voies des communications et des enclavements, Marc Ekila Lukombo, ont effectué une visite d'inspection sur le site pour un état de lieu. Car le souci majeur du gouvernement, c'est de relancer les travaux afin de doter le pays d'un aéroport intelligent et haute définition répondant aux standards modernes suivant la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nous sommes venus faire une visite en même temps d'inspection et de constat sur l'état d'avancement de ces grands projets qui consistent à moderniser l'aéroport de Ndjili. Et nous avons eu des échanges avec la partie concernée qui était chargée des travaux. Et nous allons faire le rapport à qui des droits. Mais il faut noter qu'il est vraiment question de redémarrer les travaux ici pour qu'une fois pour toutes ce dossier soit vraiment tourné. Le coût global des travaux était estimé à 354 millions de dollars américains, dont 85% revenaient à la partie chinoise qui n'a pas déboursé un seul rond, alors que le gouvernement congolais avait préfinancé les travaux à hauteur de 20 millions de dollars, ce qui explique le blocage de travaux. Il est notamment question de la construction d'une nouvelle aérogare de 40,617 mètres carrés. Le gouvernement congolais tient à la reprise de travaux et entend tout mettre en œuvre pour le bien de la population congolaise. Des massacres perpétrés la nuit du 3 au 4 mai dernier à Kichanga, territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu. Massacre de trop dénoncé par le ministre d'État Antipas Moussa Nyamwisi du haut de la tribune de la 11e session ministérielle du mécanisme de suivi d'accord d'Addis Abeba qui a ouvert ses portes ce jeudi à Bujumbura, au Burundi. Sylvain Moembo. De l'entrée, la République démocratique du Congo, par la bouche de son ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, Antipas Moussa Nyamwisi, a condamné les massacres perpétrés la nuit du 3 au 4 mai à Kichanga et exige que les coupables répondent de leurs crimes devant la justice. Parce que cette nuit est quand des déplacés congolais, dans le Nord Kivu, dans le village Kizimba, non loin de Kichanga, a été attaqué par les troupes du M23 soutenues par leurs alliés du RDF. Et nous déplorons à ce moment ici 145 morts. La République démocratique du Congo exhorte le pays signataire au respect de leurs engagements. Ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins. Ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés. Respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins.
Kinshasa entend rapatrier les combattants qui désirent retourner chez eux conformément à la volonté des chefs d'État d'éradiquer des groupes armés. Le président Félix Antoine Tshisekedi avait placé son mandat sous le signe de la consolidation des progrès modestes accomplis dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et du renforcement de la coopération régionale pour gagner le pari de la paix durable. Comment devrait-on comprendre que ce soit exactement le moment où la RDC assume la présidence tournante de cet accord, qu'elle soit injustement agressée par un État membre bien identifié, violant l'engagement régional numéro 3, avec un motif fallacieux de révisionnisme du principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Congolais Antipas Mboussania Moussi a proposé l'évaluation des 10 années d'existence de cet accord et soutient toute initiative de sa revitalisation. La vice-primature de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, a échangé avec l'ambassadeur de l'Afrique du Sud accrédité à Kinshasa, Abdel Ntsolissi Chilubane, a réaffirmé le soutien de la nation arc-en-ciel au pays de Félix Tshisekedi avant de saluer l'unité affichée par la classe politique congolaise pour renverser les ennemis de la République démocratique du Congo, Séverine Katanda. La République sud-africaine et la République démocratique du Congo, deux pays frères qui entretiennent de bonnes relations bilatérales depuis 2 années. C'est dans ces contextes que Abel Ntsolissi Chilubane, ambassadeur plénipotentiaire de l'Afrique du Sud en RDC, a rencontré le vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba sur le soutien de son pays à l'unité affichée par la classe politique congolaise contre les agresseurs de la RDC. Tel que vous le savez, le ministre a été nommé récemment à son poste. C'est une lourde charge et nous sommes là pour lui souhaiter plein succès et réussite dans son mandat. Et également, nous allons sensibiliser et nous saluons ce que les Congolais font pour se mettre ensemble en fait de combattre tout ce qui les perturbe. C'est ce que vous faites quand vous êtes frères et sœurs. Vous devez vous visiter. Cette visite s'inscrit également dans le cadre des fraternités cordiales de ces deux pays. Vous l'avez dit à l'entame de ce journal que nous recevons pour vous la porte-parole du président de la République que fera la lecture des quelques ordonnances. Bonsoir Madame Tina Salama. Bonsoir Madame Sandra Nyangui. Ordonnance numéro 23/048 du 27 avril 2023 portant dissolution du Fonds social de la République démocratique du Congo, FSRDC en sigle. Considérant l'évolution du cadre juridique régissant les établissements publics, impulsée par la réforme relative le 7 juillet 2008 et l'inadéquation qui en résulte au regard du statut du Fonds social de la République démocratique du Congo, en sigle FSRDC, rendant inadapté sa gouvernance et l'exercice de l'autorité de tutelle, l'une des caractéristiques essentielles des établissements publics, qu'il importe dès lors de dissoudre le Fonds social de la République démocratique du Congo, en sigle FSRDC, en tant qu'établissement public créé par décret numéro 009/2002 du 5 février 2002 et placé sous la haute autorité du président de la République en vue de reconsidérer subséquemment son statut juridique, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Premier ministre, ordonne. Article 1er, est dissous et mis en liquidation l'établissement public dénommé Fonds social de la République démocratique du Congo, en sigle FSRDC, créé par décret numéro 009/2002 du 5 février 2002. Article 2, sont transférés à l'État tous les biens, meubles et immeubles, corporels et incorporels, divis et indivis qui appartiennent ou sont censés appartenir au Fonds social de la République démocratique du Congo, ainsi que toutes les obligations et charges lui incombant à la date de la signature de la présente ordonnance. Faite à Kinshasa le 27 avril 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 27 avril 2023, le cabinet du président de la République, Guilaine Mboumbouizia, directeur de cabinet.
Ordonnance numéro 23/049 du 28 avril 2023 portant création et organisation et fonctionnement du Fonds social de la République démocratique du Congo, FSRDC en sigle. Considérant les impératifs opérationnels et d'efficacité, exigeant une coordination des missions précitées par la création d'un organisme unique impulsé au plus haut sommet de l'État afin de mieux canaliser l'action institutionnelle en vue d'une meilleure efficience des missions autrefois assumées par les dites structures, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Il est créé en République démocratique du Congo un organisme public dénommé Fonds social de la République démocratique du Congo, en sigle FSRDC, ci-après dénommé le Fonds. Le Fonds est donc placé sous l'autorité du président de la République, de qui il reçoit les orientations et à qui il rend compte de son action. Vous aurez d'autres détails dans le journal officiel. Fait à Kinshasa le 28 avril 2023, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 avril 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Mbombouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/050 du 29 avril 2023, portant nomination du coordonnateur national et des coordonnateurs nationaux adjoints du Fonds social de la République démocratique du Congo, en sigle FSRDC. Vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Premier ministre, le Conseil des ministres entendu ordonne. Article 1er est nommé coordonnateur national du Fonds social de la République démocratique du Congo, en sigle FSRDC, Messieurs Ngwala Philippe Malemba. Article 2. Sont nommés coordonnateurs nationaux adjoints aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Madame Joëlle Kabena, coordonnateur national adjoint, chargé des questions administratives et financières. Messieurs Nathan Toumba Diboué, coordonnateur national adjoint chargé des questions techniques et opérationnelles. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité, ainsi que le directeur du cabinet du président de la République sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 29 avril 2023, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 29 avril 2023. Le cabinet du président de la République, Guilani Mbombouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/051 du 29 avril 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Fonds spécial de réparation de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC, FRIVAO, en sigle. Vu l'arrêt de la Cour internationale de justice rendu le 9 février 2022 qui fixe les indemnités de la République démocratique de la République de l'Ouganda, que la République de l'Ouganda est tenue de verser à la République démocratique du Congo suite aux dommages causés par les violations d'obligations internationales de son fait, telles que constatées par la Cour dans son arrêt du 19 décembre 2005, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration les personnes dont les noms ci-dessous, Messieurs Kalombola Leseja Bernard, Messieurs Moirabou Galema François, Messieurs Lukusu
Yondar Bob, Messieurs Baziboué Moucheguera, Madame Chibanga Lepira Cécile. Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Messieurs Kalombola Lesedja Bernard, président du conseil d'administration. Messieurs Moirabungalema François, coordonnateur. Messieurs Poka Pinzi Arthur, coordonnateur adjoint. Madame Mopunga Makindeni Mimi, secrétaire rapporteur. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 29 avril 2023. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kingue, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 29 avril 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Mbongwizia. Ordonnance numéro 23/052 du 29 avril 2023 portant création, organisation et fonctionnement au sein du cabinet du président de la République. Il est créé, article 1er donc, il est créé au sein du cabinet du président de la République une cellule d'études dénommée cellule d'innovation et de changement de mentalité en sigle CICM. Fait à Kinshasa le 29 avril 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 29 avril 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Mbongwizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23/053 du 29 avril 2023 portant nomination des membres de la coordination de la cellule d'innovation et de changement de mentalité en sigle CICM. Article 1er, sont nommés membres de la coordination de la cellule d'innovation et de changement de mentalité, en sigle CICM, aux fonctions ci-dessous spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Messieurs Jacques Kankoudia Moutambaï, coordonnateur. Messieurs Justin Bendesana, coordonnateur adjoint chargé des questions administratives et financières. Messieurs Jacques Kambala Tshilombo, coordonnateur adjoint chargé des questions techniques et opérationnelles. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires présentes à la présente ordonnance, Article 3, le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 29 avril 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 29 avril 2023, le cabinet du président de la République, Guilani Mbongwizia, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/054 du 29 avril 2023 portant nomination d'un procureur général près la Cour constitutionnelle. Vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 69, 79, 82, 149, 152 et 169, vu tel que modifié, complété la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, spécialement ses articles 11, 16 et 17, vu la loi organique numéro 08/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement en ses articles 2, 4, 7, 14 et 17, alinéa 1er, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 12
2013, vu l'ordonnance numéro 16070 du 22 août 2016, portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 1er, 4 et 7, vu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre, revu l'ordonnance numéro 20/004 du 7 février 2020, portant nomination d'un procureur général près la Cour constitutionnelle, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er est nommé procureur général près la Cour constitutionnelle pour un second mandat, le magistrat civil du ministère public, dont les noms et matricules ci-après. Messieurs Mukolo Nkokesha Jean-Paul, matricule C000236. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 29 avril 2023. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Jean-Michel Samalukonde Kyenge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 29 avril 2023, le cabinet du président de la République, Guilain Nyemboubouizia, directeur de cabinet. Merci beaucoup, Madame la porte-parole du président de la République pour la lecture de ces ordonnances. Poursuivant ce journal à Kinshasa, la commission sur le classement tarifaire du secteur minier et travail d'arrache-pied pour la conclusion des contentieux des taxes douanières des opérateurs du Grand Katanga. Cette commission était invitée à travailler avec la FEC. Rikin Zozeloya. Dépôt des dossiers et discussions sur les contentieux liés aux infractions douanières souvent relevées dans les procès-verbaux des miniers du Grand Katanga. C'est le point à l'ordre du jour d'une grande réunion ouverte à Kinshasa avec la participation des intéressés, la Fédération des entreprises du Congo et la DGDA. Parmi les missions de la douane, il y a également les classements des marchandises. Lorsqu'une marchandise est bien classée, cela va permettre également de percevoir correctement les droits et taxes des douanes. Il s'est fait que les miniers du Katanga utilisent un produit dans le processus de fabrication que nous appelons liant. Et dans la plupart des cas, le classement n'a pas été correctement fait. Et ce qui a conduit à l'établissement de plusieurs procès-verbaux d'infraction en matière douanière. En matière de classement, ce n'est pas comme en mathématiques où 1 plus 1 égale 2. Et donc c'est une question très technique. Et les autres ont refuté les allégations de la douane. Et c'est pourquoi on leur a donné l'occasion de déposer chacun son dossier, comprenant une fiche technique qui donne les caractéristiques précises de chaque produit utilisé dans les processus de fabrication. Au total, 31 procès-verbaux ont été dressés à l'encontre des entreprises minières selon qu'elles supposent avoir utilisé un produit importé dans le raffinage du cuivre. Ce procédé à froid n'exige pas l'usage du lien. Pour moule des fonderies, a-t-on appris. Les professionnels de la comptabilité se sont retrouvés en assemblée générale ordinaire au cœur des échanges, la gestion de l'ordre national des experts comptables par le Conseil national et le fonctionnement de ce corps des métiers qui joue un rôle important pour le budget national de l'État dans différentes entreprises. Jacques Mégy. Béatrice Hôtel, dans la commune de Lagombe, a servi de cadre à l'Assemblée générale ordinaire des professionnels de la comptabilité de la République démocratique du Congo. Partenaires incontournables des dirigeants, les experts comptables établissent, contrôlent, surveillent et améliorent les comptes des entreprises. Ils se sont retrouvés pour lire et adopter le rapport d'activité de l'ONEC, Ordre national des experts comptables, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes pour l'exercice 2022, sans oublier la présentation des comptes annuels clos le 31 décembre 2022. Devoir de redevabilité oblige, les membres du Conseil national de l'ordre ont justifié leur gestion devant l'Assemblée.
Il faut que lorsque des compatriotes acceptent une responsabilité, quel que soit les niveaux, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des entreprises et même dans les secteurs privés, quand on a une responsabilité, cela implique que régulièrement on doit pouvoir rendre compte à ceux qui vous ont confié cette responsabilité. Dans toutes les sociétés ayant le fonctionnement normal, les comptes établis sont toujours certifiés par les commissaires aux comptes. À cette assemblée générale de l'ONEC, les experts comptables ont validé le compte et levé des options pour améliorer la gestion de l'ordre par les conseils nationaux. Et juste après ce journal, vous suivrez en page magazine la tenue de l'Assemblée générale des experts comptables. En énergie, lutter contre les postes noirs et phénomènes d'élistage dans la capitale, la SNEL-SA a entamé hier une campagne qui consiste à l'assainissement de son réseau. Le directeur général intérimaire de cette société des fournitures de l'énergie électrique, Teddy Luamba, a procédé à la remise des transformateurs dans quelques cabines installées au quartier Yolo Sud, dans la commune de Kalamou. Yvette Makontima. Une première pour la nouvelle patronne du plan. Devant le groupe de coordination des partenaires techniques et financiers, Judith Soumino-Atoluka a fait le point des avancées des activités de planification de développement en RDC. Entourée de Bruno Lemarquis, coprésident du groupe des coordonnateurs des opérations humanitaires en RDC, la ministre d'État, ministre du plan, a invité les PTF à privilégier le dialogue. C'est le début d'échanges très réguliers avec la ministre, pour tout ce qui est efficace, ce qu'on appelle l'efficacité du développement, l'efficacité de l'aide, l'impact du développement dans le pays et pour faire en sorte que toute l'aide internationale soit le mieux alignée possible avec les priorités nationales. Ce cadre d'échange régulier et de coordination des actions a été informé des grandes priorités du ministère, au nombre desquelles figure la révisitation du programme national stratégique de développement, la mise en œuvre du PDL 145 territoires, le processus de recensement et l'amélioration des statistiques. Dans un autre cadre, en sa qualité de présidente du comité exécutif de l'ITIE, Judith Soumino-Atoluka a conduit cette rencontre appuyée par Jean-Jacques Kayembe Moufankol, coordonnateur national de l'ITIE. Un point a été fait sur l'avancement de la mise en œuvre du processus de l'initiative. La portée, c'est de pouvoir assurer la présidence et de pouvoir discuter de tous les sujets qui ont été mis à l'ordre du jour du comité exécutif. Et ensemble, parce que les décisions sont collégiales, ce n'est pas des décisions qui sont prises uniquement par la partie gouvernementale, mais c'est l'ensemble du comité qui décide sur ça. Et c'était important à le savoir et de telle manière à pouvoir concilier tous les points de vue pour arriver à une seule décision sur tous les sujets qui ont été abordés. La RDC se prépare à participer à la conférence mondiale de Dakar. Au-delà des membres du gouvernement, ce cadre est ouvert à la société civile, à la Cour de compte et à l'IGF. On vient de suivre la réunion du comité exécutif de l'ITIE RDC présidée par la ministre d'État, ministre en charge du plan. Les champs de Kanyama-Kassese procurent un sac de maïs de 25 kilos, toujours au tarif social et préférentiel de 18 000 francs congolais, alors que le même produit se vend à la cité à plus de 80 000 francs congolais. La bonne nouvelle est que plus de 20 000 tonnes sont annoncées pour juillet, de quoi rassurer la population. Le commandant du service national a fait la ronde aujourd'hui des cantines ou points de vente installés dans les camps militaires. José Baïtombo et Oscar Balkaïch. Alors que la farine de maïs s'est fait de plus en plus rare dans plusieurs parties du pays, les recours aux produits du service national s'imposent comme la seule alternative capable de contourner la pénurie. Les prix galopants de produits importés n'ont pas eu d'impact sur ceux de sacs de farine de maïs produits par le service national qui se vendent toujours au prix de 18 000 francs congolais. Dans les cantines des camps militaires et policiers, plusieurs tonnes de produits venus de Kanyama-Kassese font le bonheur des femmes de militaires et policiers. Que Dieu bénisse le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous continuons à acheter le sac de maïs à 18 000 francs congolais. Merci beaucoup au chef de l'État. Merci au service national.
À en croire le commandant du service national, le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, qui a fait aujourd'hui la ronde de ses cantines, il n'y aura pas rupture de stock. Le vœu du chef de l'État d'assurer une bonne vie des hommes en uniforme et de leurs dépendants ne connaîtra pas de frein. Nos stocks sont suffisants. Nous travaillons de manière méthodique. La farine que vous voyez ici fait partie de la production de maïs de l'an dernier. Vous voyez déjà dans 2 semaines, on commence une nouvelle campagne. Déjà, nous avons dans nos prévisions, le stock est encore suffisant pour aller jusqu'au mois de juillet, parce que le mois de juillet, le maïs qui sera produit à l'OVO ici dans le Congo central sera mis à contribution, mais aussi des grandes cargaisons qui viendront de Kanyamaka CC et des autres. Donc nous sommes à l'aise de ce point de vue-là. En redynamisant le service national, les autorités du pays avaient déjà anticipé une réponse à ces genres de crises, comme celle du bleu avec les conflits russo-ukrainiens. Casablanca au Maroc a offert son hospitalité au 7e Salon international des mines et des carrières, placé sous le thème minerais stratégiques et critiques, enjeux économiques géopolitiques pour l'Afrique. Ces assises ont reconnu à juste titre les réformes minières initiées par la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambaye, et un prix lui a été décerné pour ce faire. Et Jeannie Chabani. Les réformes mises sur pied par la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambaye, pour faire du secteur minier les véritables pourvoyeurs des recettes de l'État, ont permis de booster ce secteur. Sa gestion axée sur les résultats a porté des fruits. À la 7e édition du Salon international des mines et carrières tenu à Casablanca, au Maroc, la ministre des Mines s'est vue décerner la médaille de la reconnaissance africaine, prix décerné par la Fondation Trophée Africa. Le coordonnateur de CTCPM, une structure du ministère des Mines qui a représenté la ministre à ses assises, a reçu ces prix au nom du ministre. Touchée par ces prix, la bénéficiaire, la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambaye, a réagi. Mes remerciements sont orientés singulièrement vers M. Nasrallah Belkayat, président de la dite fondation, qu'il trouve à travers ce mot l'expression de ma reconnaissance. Cette médaille augure pour mon pays et mon ministère un nouveau round de travail à même de contribuer à l'industrie minière africaine, et ce, sous le leadership de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Nous vous l'avions dit, lutte contre les postes noirs et les phénomènes de délestage dans la capitale. La SNEL SA a entamé il y a peu cette campagne qui consiste à l'assainissement de son réseau. Le directeur général intérimaire de cette société des fournitures de l'énergie électrique, Teddy Luamba, a procédé à la remise des transformateurs dans quelques cabines installées au quartier Yolo Sud dans la commune de Kalamo. Yvette Makontima. Tout a commencé à l'administration de la Société Générale d'Action et du Commerce, SOGEAC SRL, spécialisée en vente des matériels électriques. Le directeur général ad intérim de la SNEL SA, Teddy Luamba, a voulu personnellement avoir des informations claires auprès du numéro 1 de la SOGEAC SRL, CO Ahmad, sur l'acheminement de poteaux métalliques en acier galvanisé de 250 kg chacun, et ce, dans le cadre du projet d'électrification de la ville de Mbujimaï et ses environs. Le directeur général ad intérim de la SNEL SA a visité quelques compartiments de cette usine, située au quartier Kingabwa Sokopao, commune de Limete. Nous avons fait la visite aujourd'hui à l'entreprise SOGEAC, qui est un de nos partenaires, qui est en train d'exécuter les travaux dans le Kasaï, la construction du poste de Bipemba et la ligne Chibwe qui est en train d'être exécutée. Aujourd'hui, nous sommes venus nous rassurer que une ligne basse tension sera tirée en partant de Kabeaka Mwanga, ce qui sera une chose très bonne pour ce coin. Teddy Luamba s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord, à travers son volet énergie. Avec l'installation de nouveaux transformateurs de 630 kW, la SNEL SA compte réduire les poches noires et les phénomènes délestage dans la capitale.
Après une panne des transformateurs au mois de février 2023, les habitants du quartier Yolo Sud, commune des Kalamou, ont vu le directeur général ad intérim de la SNEL SA, Teddy Luamba, accompagné des techniciens, remettre un nouveau transformateur à la cabine de Goa, qui alimente plusieurs avenues de ces quartiers. Je suis très heureuse pour l'action entreprise par le DG ad intérim de la SNEL. Femmes, jeunes et vieux, tous de ces coins de Kinshasa ont salué cette action. C'est une mission de contrôle de grande envergure que vient de lancer l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé à travers le pays, occasion pour le directeur général Miguel Katem Kachal d'inviter toutes les parties prenantes à collaborer pour l'efficacité de ce travail combien important pour l'effectivité de la création d'une classe moyenne véritablement congolaise. On écoute son extrait de message choisi par Jean-Pierre Ndolo-Demazo. Chers entrepreneurs et responsables des sociétés principales concernées par la sous-traitance en République démocratique du Congo, 100 jours échus depuis qu'il a plu au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous confier la direction de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, nous devons d'indiquer à l'opinion la voie vers laquelle avance cet établissement public administratif de l'État congolais. Outre cet impératif de redevabilité, une autre raison s'ajoute à ce qui motive notre communication de ces jours. C'est qu'après avoir été reçus par plusieurs membres du gouvernement de la République concernés par la sous-traitance pour échanger sur la question, nous avons réalisé à la fois l'énorme attente des sous-traitants congolais par rapport à la tâche confiée à l'ARSP, mais aussi la nécessité d'impliquer un large éventail des secteurs d'activité dans notre pays dans la mise en œuvre et l'accompagnement de la vision du président de la République dans ces secteurs, laquelle consiste à mettre fin à la souffrance des Congolais. Souffrance à laquelle il compatit en activant les mécanismes susceptibles de créer des riches Congolais. Il vous souviendra en effet qu'il avait clairement émis le vœu de voir créer des riches Congolais et avait promis aux opérateurs économiques de les protéger, de leur permettre de s'épanouir, de se développer, ce dans l'optique de la création d'une vraie classe moyenne détenant de vraies actions dans les sociétés de droit congolais. Le sommet mondial sur la paix organisé par la Fédération pour la paix universelle. Ce grand rendez-vous réunit plusieurs personnalités du monde politique, scientifique et religieux afin d'explorer les voies et moyens pour l'instauration de la paix durable dans le monde. Alain Bikaï. C'est une initiative de la Fédération pour la paix universelle, FPI, que les délégations de plus de 150 pays prennent part au sommet mondial sur la paix à Séoul, capitale de la Corée du Sud. Selon le président de cette organisation internationale, Thomas Hoche, le contexte d'émergence croissante des menaces de la paix dans le monde doit interpeller les participants pour explorer toutes les voies et moyens devant ramener la paix dans le monde. À la cérémonie d'ouverture de ces assises, l'ancien président béninois Boni Yahi a déclaré que pour une paix durable en Afrique passe par un nouveau leadership qui doit surmonter ses dysfonctionnements, sa malgouvernance politique, économique et s'unir autour de l'essentiel. C'est aussi l'occasion pour lui de dénoncer les pièges systématiques des ressources minières pour appauvrir l'Afrique par une organisation mondiale du travail. Pour la première vice-présidente du Conseil national de transition de la Guinée, c'est en sémant la graine de la paix qu'on peut conjurer les spectres de la violence, de la destruction et de la peur. Au cours de ce sommet, la FPU va lancer une nouvelle initiative dénommée la Table ronde internationale des anciens. Une initiative qui vise à tirer profit de la sagesse des anciens pour instaurer la paix et la stabilité dans le monde. Plusieurs personnalités du monde politique, religieux et scientifiques ont partagé leurs idées dans les différentes sessions sur les perspectives à explorer pour l'instauration et la consolidation de la paix dans la péninsule coréenne. La collaboration entre la CENI et l'école de formation électorale de l'Afrique doit recevoir un coup d'accélérateur. Denis Kedima, président de la CENI, a évoqué ce sujet très capital avec une délégation de cette structure conduite par son président Christophe Stukelnegger Titsamba.
Cette rencontre a comme objectif de resserrer les liens de coopération existants entre la Commission électorale nationale indépendante et l'école de formation électorale en Afrique centrale, FEA-Consigle. Conduite par son directeur général, le professeur Christophe Sturkelberger, la délégation a rencontré le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi. Le numéro 1 de la centrale électorale était assisté du rapporteur adjoint Paul Mouindo Moulemberi et du directeur de cabinet Dieudonné Tiyoyo. On a le but de coopérer dans la formation des experts électoraux. La CENI en a besoin, la société en a besoin et c'était une rencontre très fructueuse pour renouveler cette coopération. Le président a bien reconnu la volonté de renouveler cette coopération, de relancer FEAC après une période un peu difficile et aussi de vraiment mettre en pratique avec un groupe de continuation technique pour la coopération. Pour rappel, les FEAC découlent d'une initiative de 10 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, institué à Libreville, au Gabon, en mai 2011. C'est un centre d'excellence reconnu pour assurer les formations supérieures en matière électorale. Son objectif est de contribuer à la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance appliquée. S'inspire de l'expérience canadienne en matière de formation professionnelle et apprentissage de métier. La ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou, en séjour de travail à Montréal au Canada, a signé un accord de partenariat avec le centre de formation Cégep de la ville de Trois-Rivières. Cédric Enina. La formation professionnelle au centre d'intérêt, c'est la garantie pour la création d'une classe moyenne forte et efficace. La ministre de la formation professionnelle et métiers Antoinette Kipoulou, en séjour de travail à Montréal au Canada, a pu signer un certain nombre d'accords avec les centres de formation professionnelle Cégep de Trois-Rivières. En tant que collège d'enseignement général et professionnel, cet établissement d'enseignement public où est dispensé le premier niveau d'enseignement supérieur avec 2 diplômes possibles, en l'occurrence les diplômes d'études collégiales et l'attestation d'études collégiales. Les moments étaient propices pour la délégation congolaise de mesurer l'envergure de cette institution en visitant les différents départements. Antoinette Kipoulou et sa suite ont exploré les départements de technologie, de l'architecture ainsi que celui des génies civils. Le but pour la patronne de la formation professionnelle en RDC est d'importer toutes ces innovations en RDC en vue de révolutionner le secteur de la formation professionnelle. Outre la signature de ces partenariats entre les directeurs généraux des Cégep de la ville de Trois-Rivières, Louis Gédron, la ministre de la formation professionnelle a eu également des échanges fructueux avec les directeurs des affaires internationales de la Fédération de tous les Cégep du Canada, Francis Brown Mastro Paolo. C'est un réseau de près de 200 000 apprenants répartis dans 48 Cégep à travers toute l'étendue du territoire canadien. Et à Kinshasa, la MONUSCO, par le truchement de son département de la division des affaires politiques, section institution nationale, a échangé avec le ministre d'État, ministre de la décentralisation, Eustache Morandi. L'état des lieux du processus de la décentralisation était au cœur des discussions, comme nous dit Mireille Ndegué. L'état des lieux de la décentralisation est celui du programme de développement de 145 territoires, l'apport de la décentralisation aux élections et à la stabilisation des provinces. Ces sujets et tant d'autres ont été décortiqués au cours de l'audience qu'a accordé le ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle, maître Eustache Mourand Mboumbembe, à la délégation du département de la division des affaires politiques, section institution nationale de la MONUSCO. C'était sous la conduite de Madame Abibou Bangré. Conscient de l'urgence qui s'impose pour l'amélioration des conditions de vie des populations, les patrons de la décentralisation réitèrent sa ferme détermination à mettre tout en œuvre pour le développement local, vu du chef de l'État. Au sujet de l'analyse sur l'apport de la décentralisation aux élections et à la stabilisation des provinces, le ministre d'État
Eustache Mouhanzi estime que le fait de vivre une démocratie dans un environnement effectivement décentralisé va mettre en évidence le rôle déterminant des autorités locales et suscitera l'intérêt des élections locales. La MONUSCO, par le biais de ses émissaires, s'est dit honorée par cette disponibilité du ministre d'État de la décentralisation pour travailler en étroite collaboration. Maître Eustache Mouhanzi Moubebe a donné les assurances fermes à ses invités pour l'accélération du processus de décentralisation grâce aux agences d'exécution déjà à l'œuvre. Et l'Agence nationale de l'environnement vient de sceller quelques entreprises non conformes à la loi environnementale et non en règle de paiement de taxes. Suivez plutôt les détails dans ce reportage signé Doris Mozotamboué. Le 3 mai, une équipe de l'Agence congolaise de l'environnement accompagnée du parquet de Matete était sur le terrain pour visiter toutes les sociétés qui n'ont pas voulu se conformer à la loi. Cette mission régalienne, qui constitue son objet social, consiste à procéder à l'évaluation et à l'approbation de l'ensemble des études environnementales et sociales, ainsi que le suivi de leur mise en œuvre et de veiller à la prise en compte de la protection de l'environnement dans l'exécution de tout projet de développement. Plusieurs sociétés non conformes ont été scellées dans la commune de Limete, 14e rue, la Chambre froide, Tocan SARL, 12e rue, la Société Suprême Automobile et 7e rue, la Chambre froide Mondial Food. Tous fonctionnent en violation de règles impératives en matière de protection de l'environnement et elles n'ont pas réalisé les études d'impact environnemental et social exigées. Nous avons eu beaucoup de séances de sensibilisation, notamment auprès de ces sociétés. Nous avons eu à effectuer des missions pour les sensibiliser et les informer de l'importance. Malheureusement, ils ne se sont pas conformés par rapport au paiement et aussi aux prescrits de l'environnement. Donc ils sont suffisamment informés qu'ils doivent observer les prescrits de la loi par rapport à l'environnement, ce qui n'a pas été le cas avec ces sociétés. La démarche devra se poursuivre pour mettre toutes celles qui travaillent sans observer la loi en la matière hors d'état de nuire. Pas de casse, pas de dégâts, encore moins des désordres lors de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation au stade des Martyrs qui s'est déroulée sans heurts. Occasion pour le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulou-Mouana-Kaboulou de remercier le directoire national de l'Union sacrée de la Nation et les militants pour ce comportement exemplaire affiché au stade des Martyrs le samedi dernier. On écoute. Le ministère des Sports et Loisirs tient à remercier les directoires de l'Union sacrée de la Nation pour les comportements civiques affichés par les militantes et militants présents samedi au stade de Martyrs lors de sa sortie officielle. Aucun dégât matériel, aucun dégât humain n'a été constaté et même le bilan est largement positif. 0 mort, 0 blessé. C'est une grande première en République démocratique du Congo. Ça, c'est un comportement qu'il faut féliciter. Et nous félicitons également le professionnalisme de la police nationale congolaise. La pelouse a été bien conservée dans son état initial et les gradins, rassurez-vous, ont été bien conservés et aucune chaise n'a été arrachée. Cela prouve que nos compatriotes, ils savent se comporter quand le message passe. Pour ces comportements largement positifs, les ministères des Sports et Loisirs prient les coordonnateurs du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, le président de l'Assemblée nationale, Bosoko Diakwanga, de bien vouloir accepter de transmettre les félicitations de tous les sportifs congolais aux militantes et militants de l'Union sacrée de la Nation. Et je crois qu'à l'avenir, cela constitue un modèle à suivre. Ce communiqué avant de boucler complètement ce journal à la suite de plusieurs abus et dysfonctionnements constatés par le gouvernement dont les chefs des organisations non gouvernementales nationales et autres fondations émergeant au budget annexe de l'État, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale suspend dès ce jour l'octroi des autorisations de fonctionnement provisoire. Par conséquent, il invite les responsables de
deux organisations en activité à se présenter auprès de la commission de contrôle de conformité installée à la direction de l'action sociale DAS de son secrétariat général situé au numéro 7 de l'avenue Roi-Baudouin dans la commune de La Gombe du 4 au 18 mai 2023 de 9h à 15h, muni de documents suivants: 1. Statut et règlement intérieur, 2. Arrêté d'agrément et certificat d'enregistrement, et 3. Enfin, un rapport d'activité de 2 dernières années. La commission de contrôle prendra toutes les dispositions avec les responsables des ONG et fondations pour organiser des descentes sur terrain et produire le rapport y relatif. Les ONG œuvrant exclusivement en province devront entrer en contact avec les chefs des divisions provinciales des affaires sociales pour les mêmes formalités de contrôle. Ce communiqué est signé Modeste Mutinga Mutushai. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Genève, en Suisse et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Gaëtan Magalano, demain à 20h. Je vous reviens avec le même plaisir, je l'espère. Au revoir et à demain.